Sud Radio, la finale de la Coupe du Monde, Argentine-France, Alexandre Priam, Quentin Cabanis. Allez les Bleus, on est tous derrière vous. Et on était derrière les Bleus et ça se clôture sur une défaite des Bleus en finale. Une défaite logique au regard du match. Est-elle logique au regard du match? On va se poser la question dans un instant avec Philippe David, Quentin Cabanis, Loïc Télé-Gélard, Julien, Thomas et vous au 0826 300 300 0826 300 300 et puis on va aussi vous solliciter sur la page Twitter Sud Radio puisqu'on a lancé un sondage très hâtif mais très peut-être intéressant. Est-ce la plus grande finale de l'histoire de la Coupe du Monde de football? Au regard de ce qu'on a vécu comme scénario, est-ce la plus grande finale de l'histoire de la Coupe du Monde de football? La question est disponible et le sondage disponible sur la page Twitter Sud Radio tout court et non pas Sud Radio Rugby, juste Sud Radio. Donc on va se poser la question très simplement, est-ce la plus grande finale de la Coupe du Monde de l'histoire de la Coupe du Monde? Ça va nous guider sur la prochaine heure. Mais la première chose à se dire, Julien, Thomas, Philippe David, Quentin Cabanis, Loïc Télé-Gélard, est-ce que la logique a été respectée au regard de celui qui va brandir la Coupe du Monde dans un instant, l'Argentine? Julien. Oui, je pense, vu le match quand même produit et les 80 minutes exercées par cette équipe d'Argentine, à l'arrivée, peut-être c'est logique que ce soit eux qui remportent le trophée. En plus, une fin magnifique pour Messi. Enfin, il y a toute l'histoire qui fait que ça pouvait aller dans ce sens. Mais des Français qui, trop tard, ont eu ce sursaut cette réaction et qui ont mis un petit peu plus d'entrain et se sont mis un peu plus au diapason physique et énergétique, mais trop tard. Peut-être ça a payé pour les Argentins le fait de la séance de tir au but avec plus d'expérience et avec des joueurs qui avaient moins les jambes qui tremblaient par rapport à ces jeunes Français. Oui, tiens, parlons d'abord de la première période. Un mot pour décrire la première période de l'équipe de France, Philippe David. Catastrophique. On n'a pas fait un tir au but en première période, même pas un tir non cadré. C'était jamais arrivé. On n'a rien montré. Dans l'histoire. C'était jamais arrivé, exactement. Même en finale de Coupe du Monde en 98, on avait mis X tirs au but. En 2006, on avait même marqué. Enfin, on avait marqué en 98 aussi. En 2018, on avait mis 2 buts. Bref, ça a été un début une première période totalement catastrophique. Et je pense que le coaching de Deschamps a quand même été assez fort parce que sortir 2 joueurs à 5 minutes de la mi-temps, c'est quand même un geste très fort. Et notamment l'arrivée de Randal Colomoni qui a donné énormément de satisfaction. Ouais, il y a beaucoup de satisfaction chez Randal Colomoni. On va du côté du 0826 300 300 rejoindre Émeric. Salut Émeric. J'ai envie de mourir. Nous aussi, t'inquiète pas. Émeric, vous pouvez suivre sur la chaîne Twitch Poney Club avec 3 E, chaîne de référence sur le sport, le football, le rugby, mais pas que, aussi sur le gaming. Voilà, très très présent dans l'actualité football et aficionados aussi de l'Argentine. Hein. Tu as passé de bons moments dans ta vie. T'as une certaine relation avec cette équipe argentine. Bon, t'avais le maillot de l'équipe de France aujourd'hui, et du coup la douleur qui va avec. Ah, mais je suis abattu, les pénaltys c'est terrible, l'espoir c'est terrible. Moi je vais te dire, à 2-0 à la 75e, je commençais à faire mes courses de Noël, tu vois, je pensais à autre chose. Voilà, on était dépités, et puis voilà, puis l'espoir est venu nous frapper, on y a cru, cette équipe de France, elle a pas baissé les armes, et ça c'est quelque chose de bien, quelque chose de beau. Mais qu'est-ce que c'est dur les pénaltys. En fait, quand t'arrives aux pénaltys, je pense que tout le monde sait. L'espoir il est baissé, quoi. Ouais, t'y croyais plus quand t'as su Moi, je crois aussi, tu vois, il y a le poteau de Gigi à l'Euro, et puis il y aura le face-à-face de Randal. Et voilà. Et Martinez était plus chaud, et tant pis, bien joué aux Argentins, on va rester. Comme je dis, on sait très bien gagner, il faut aussi savoir perdre, donc très bien, mais dégoûté, au fond du sang. Quentin. Ouais, non, mais je suis d'accord avec Émeric. La séance de penalty, je pense que c'était quand même bon. Au final, c'était au vu des 80 premières minutes la meilleure chose qui pouvait arriver à l'équipe de France, parce que moi je pensais qu'après que ça allait finir, même on allait pouvoir en prendre 3 ou 4, hein, parce que on était catastrophique vraiment dans le jeu. Première période, on n'a pas existé. On marque le penalty, déjà l'action elle ressemble à rien. C'est Mbappé qui prolonge un ballon, Colomani qui arrive à prendre de vitesse le défenseur, il se fait faucher. Ensuite, le but de Mbappé est magnifique. On prend ce but
dans la prolongation, on se dit bon, ça pas va trop vite sur la compliqué. prolongation, Ouais. Quentin, pardon. Restons quand même sur la première période. Il a utilisé un mot, Philippe David, il a dit catastrophique. Moi, je pense que c'était absent le vrai mot. Absent. On n'était absent pas là. On n'était pas là. Absent. Vraiment, on n'était pas là dans les duels. On n'était pas là dans l'impact. Mais à On partir était de en quel retard sur moment tous t'as les su ballons. qu'on était absent? Mais très vite, très vite. Déjà, les 5 premières minutes du match, on touche pas la balle. Donc voilà. Au premier contrôle d'Ousmane Dembélé, on le sait. Ouais, non, mais c'est terrible. Tout le match, du moins toute la première période, on n'existait pas. On avait du retard partout. Dans les impacts, ils étaient plus forts que nous. Ils avaient toujours le temps de se retourner. Lionel Messi, bon, c'est plus facile pour lui que pour les autres. Mais Lionel Messi, il a joué dans un fauteuil toute la partie. Donc voilà, la première période, on était catastrophique, toujours en retard. Et voilà, donc pour moi, absent sur la première période. Alors qu'il y a une image quand même hallucinante. Ouais, le président Emiliano qui Martinez réconforte Mbappé. et Emmanuel Macron qui réconforte Kylian Mbappé. Image magnifique pour le sport, notamment d'Emiliano Martinez qui vient saluer Kylian Mbappé et il a une discussion entre le président de la République française et le meilleur joueur du monde. Donc aujourd'hui, je crois que Messi a gagné un ballon d'or. Le premier signal pour toi, Émeric, il est sur le contrôle manqué d'Ousmane Dembélé. Mais est-ce que rapidement le deuxième signal, c'est pas que Griezmann est invisible? Non, mais c'est pas qu'il est invisible, c'est qu'à un moment donné, on va quand même dire que l'Argentine a bien joué. Ah La oui. première mi-temps, Bien sûr. Mais il est rendu invisible par l'Argentine. Voilà, le milieu à 3 de l'Argentine étouffe le seul joueur qui est capable de faire des transitions dans le jeu de l'équipe de France. On a un bloc défensif, un bloc offensif, et au milieu, on a Griezmann, voire Théo Hernandez. Le seul danger, c'était Griezmann. Ils ont bloqué Griezmann à 3. C'était terminé. On n'existait plus. Et après, quand tu n'as plus d'occasion, tu te fais manger, tu laisses la balle aux Argentins. Les Argentins, ils ont bien joué au football. Ils ont fait des transitions extrêmement efficaces. Et en première mi-temps, tu prends 2-0. Mais honnêtement, si tu en prends 3, moi, je trouve le 2-0 est le score exact de la première mi-temps. Ouais, le c'est score mérité. de cette première mi-temps. Ah oui, c'est mérité, il n'y a aucun oui. doute. Hein. C'est sûr. On se rejoint là-dessus. Philippe, tu rejoins. Et oui, je rejoins. Et je n'ai jamais vu l'équipe de France dans cette Coupe du Monde avoir autant de déchets qu'en première mi-temps et en début de deuxième mi-temps. Parce que qu'est-ce qu'on pouvait construire? Dès qu'on récupérait un ballon, on le perdait dans les 5 secondes qui suivaient. C'était terrible. Au milieu de terrain, on n'était pas bouffé, on était dévoré. On aurait pu prendre beaucoup plus cher. Il y aurait eu plus de 2-0 en fin de première mi-temps. Il n'y aurait pas eu grand-chose à dire, soit dit en passant. Et Dieu merci, Lloris, ça fait quelques beaux arrêts. Oui, il a été au niveau Lloris aujourd'hui. Tiens, on va se poser la question dans un instant si l'équipe de France n'était pas aussi dépendante d'Mbappé que de Griezmann au final, tant on a vanté les qualités de relayeur de Griezmann dans ce mondial. Mais d'abord, on va aller du côté de Toulouse avec Rémi Mességué. Rémi, après donc le succès tout à l'heure de Toulouse face à Sale en Champions Cup, on va aller voir ce qui se passe du côté du centre-ville de Toulouse. Je t'ai pas entendu, Quentin. Je sais que tu as essayé de me parler. On va rejoindre dans un instant Rémi Mességué donc du côté de la Ville Rose qui est avec une supportrice, forcément beaucoup de déceptions partout en France, et on va rejoindre Rémi. Oui, Alexandre, je vous entends très bien. Il y a quand même des klaxons, un petit peu de bruit parce que les gens célèbrent la Coupe du Monde malgré tout de l'équipe de France qui est réussie. Je suis avec Tiffaine. Tiffaine, malgré tout, vu le scénario ce soir, la Coupe du Monde elle est réussie. Tout à fait. Et sur le match, qu'est-ce que tu en as pensé? J'ai envie de dire à Mbappé qui a été au-dessus et après il a manqué quelque chose. Pour moi, de base, le match il était plié et au final il a été incroyable. Il est revenu, tout le match repose sur ses épaules. Après, je pense que si Dembélé avait pas fait son erreur du début, elle était pour nous. Voilà, c'est un petit peu ce qui domine ici à Toulouse. Il y a de la frustration, les visages sont fermés, mais il va quand même peut-être y avoir un petit peu de fête dans la Ville Rose parce que aussi le Stade Toulousain a gagné et le rugby ici à Toulouse, on sait que c'est relativement important. C'est relativement beaucoup, très important. Et puis peut-être qu'aujourd'hui le football a gagné entre guillemets. On se posera la question tout à l'heure. Merci beaucoup Rémi. N'hésite pas à revenir vers nous du côté de la Ville Rose. On est toujours avec Philippe David, avec Quentin Cabanis, avec Émeric au 0826 335 avec Julien Thomas. Ce que dit Tiffaine est intéressant. Est-ce que pour vous le déclencheur c'est cette faute d'Ousmane Dembélé sur Di Maria?
Faute ou pas faute, mais moi je fais partie de ceux qui pensent qu'il y a faute. Mais est-ce que c'est l'élément déclencheur ou on était déjà vraiment en grande difficulté à ce moment-là, Aymeric? Bon, non, on était en difficulté. La faute, elle vient parce que l'Argentine nous met la pression, et nous met la pression parce que ce qu'on a dit tout à l'heure, elle casse notre ligne de transition, elle nous empêche de jouer devant, et d'ailleurs on a 0 occasion en première, et donc du coup elle nous maintient sous pression sans forcément garder le ballon tout le temps, sans faire un petit taquet inutile comme l'Espagne peut le faire. Non, ils nous ont mis sous pression, et à un moment donné, voilà, ça provoque Angel Di Maria comme d'habitude qui nous aime bien et qui du coup sort le seul match de sa Coupe du Monde et qui provoque un penalty certes discutable, mais je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que le premier but aurait été argentin quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, il mérite de mener 2-0. Si c'était pas le penalty, donc la faute de Dembélé, ils auraient marqué autrement. La preuve, ils ont marqué ensuite un deuxième but sur une contre-attaque alors qu'on leur a laissé le ballon tout le match. J'arrive toujours pas à m'en remettre non plus. Mais Et Philippe, est-ce que le score de 2-0 à la pause, il est logique du coup pour toi? Est-ce que si on doit faire le bilan de cette première période, on se dit 2-0, y a rien à dire en fait, ça aurait pu être plus ou ça aurait pu être moins pour toi? On pouvait pas avoir plus que 0 but puisqu'on n'a pas tiré une fois au but. Plus violent. Donc, comme de toute façon, on peut pas avoir moins un but, déjà au niveau de notre score, ça pouvait pas être autrement. 2-0, c'était le score logique. Alors par contre, je maintiens que quand même, la faute sur Di Maria, elle est quand même très, très légère. Mais je l'ai senti. Quand j'ai vu Dembélé se faire enrhumer, je me suis dit, il va toucher Di Maria qui va s'effondrer de tout son long dans la surface. Et je me suis pas trompé. Je l'ai senti quand il s'est fait enrhumer. Pareil, en direct, je me suis dit, oh là là, le crochet de Di Maria. En plus, il l'a fait tout le temps, il fait mine de rentrer sur son pied gauche, puis il part sur son pied droit. Et dans ce cas-là, il cherche quasiment seulement la faute ou la frappe extérieure du pied gauche pour Di Maria, parce qu'il a pas de pied droit pour frapper, André Di Maria. Mais il a provoqué le penalty et il l'a obtenu. Et donc, ce score de 2 buts à 0 à la pause. Mais avant la pause, il y a quand même deux changements, chose qu'on n'avait jamais vue. Aymeric, la sortie de Ousmane Dembélé, de Olivier Giroud. À ce moment-là du match, à la 40e, quand Didier Deschamps sort 2 joueurs avant même la mi-temps, qu'est-ce que ça transmet? Comment tu l'analyses ça? Ça transmet qu'il voit le match, et que c'est un grand coach. Alors Giroud, je pense qu'il y a une blessure qui traîne depuis un petit moment. Mais force est de constater que Ousmane Dembélé, je veux dire, on en a parlé, il n'était pas dans son match, voilà. Et même, j'ai envie de dire, malheureusement, et Dieu sait que j'aime ce joueur, et Dieu sait que je voulais qu'il taffe les défenseurs comme il les taffe à Barcelone, mais malheureusement, il a rien fait de cette Coupe du Monde. Donc après, à 10 minutes de jeu, on sait qu'Ousmane Dembélé, j'enlève vraiment le penalty. Genre, c'est pas grave. C'est dans son jeu offensif, dans son apport, il était 0. Donc tu le changes, et tu le changes très tôt. Et ça, j'ai apprécié. Et là, Deschamps, je sais pas pour vous, mais moi, il m'a surpris, et agréablement surpris. Et force est de constater que ça a failli marcher. Donc à un moment donné, je pense qu'on va pas remettre en cause les choix de Deschamps. Je pense que cette Coupe du Monde nous montre que, en fait, c'est lui qui sait et pas nous. Enfin, moi, c'est mon avis. Et Julien, toi, le coach, avec ce genre de message là, c'est quand même particulier quand même que t'envoies. Tu changes 2 joueurs directement, quand même, avant même la pause. Mais ce qu'il y a, c'est que 2-0 avant la pause, c'est déjà en finale quand même un score où tu t'attends pas que ça revienne facilement, vu la domination quand même des Argentins sur les 45 premières minutes. Donc il fallait faire un petit coup de poker peut-être pour Deschamps, un électrochoc peut-être aussi au niveau physique, parce que c'était très passif quand même l'équipe de France. Ça marchait, il y avait des Argentins partout qui dominaient même aérien, la tête aérienne qui était là, alors qu'il faut en mettre 12. Et aussi dans les récupérations de ballons, il n'y avait aucune frappe des Français, alors que Di Maria se régalait sur le côté gauche. Donc il fallait remettre de la densité. Peut-être ce coup de poker, il a fait déclencher un petit quelque chose côté français. Mais moi j'ai trouvé honnêtement que même dans la partie, les remplaçants ont amené un peu plus d'agressivité, un peu plus de virulence dans les duels, et offensif aussi. Mais je trouve qu'ils ont été plutôt entreprenants et excellents les remplaçants. Quentin, rapidement. Ouais, moi je trouvais que aussi dans les choix, il a été très fort, Didier Deschamps. En tout cas, il a pas eu peur de sortir ses leaders. Il a sorti Giroud, il a fait sortir Griezmann aussi dans le match. Donc voilà, il a pris des décisions fortes qui ont fait tourner le match. Mais du coup, est-ce qu'il avait pas fait des erreurs au début dans sa composition avec ces changements à la 40e?
Va peut-être falloir se poser cette question-là aussi. Non, mais c'était ça ma question justement. Ça allait aussi vers ça. Qu'est-ce que ça transmet? Est-ce que ça transmet Mais aussi je pense qu'il a été déçu par les hommes finalement. Il avait confiance en eux. Est-ce qu'il s'est trompé? Est-ce qu'il s'est trompé dans la composition de son équipe? Est-ce qu'il s'est trompé, Émeric, Didier Deschamps? Il s'est trompé, il fait confiance en ses hommes. Si ses hommes lui rentrent pas sur le terrain, il n'y peut rien, c'est pas lui qui joue. Donc pour moi, il fait confiance en cette équipe. Je pense que tactiquement, ce qu'a proposé l'Argentine, ça nous a bien embêtés, on l'a vu. Il a essayé de... On attendait un 5-3-2, un 4-4-2, puis finalement c'était plutôt un 4-3-3 en fait. Un 4-3-3 qui au milieu de terrain a complètement dominé. Et donc du coup, il s'est dit bon bah il faut qu'on les étire. Donc il faut qu'on mette un peu plus peut-être de jus, un peu plus de hargne, on va dire, et arrêter de jouer un peu plan-plan. Et du coup, je pense que il a fait rentrer des jeunes joueurs qui ont faim, et en espérant que ça fonctionne. Et ça a failli tout changer. 122e, il y a un mec qui est en face à face, et s'il n'y a pas un très 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 grand gardien en face, là aujourd'hui on se parle et on dit qu'on a 3 étoiles, quoi. Philippe David, pour clôturer sur cette première période, est-ce que si on isole ce premier acte, il est autant pour les joueurs ou autant pour Deschamps? Je sais pas. Par contre, je pense qu'il y a un choix. J'attaque pas Deschamps, évidemment. Mais je pense que, comme on le disait, Dembélé a pas été bon de cette Coupe du Monde. Quand on voit ce que Kingsley Coman, en poste pour poste, a apporté après sa rentrée, ou même Randal Kolo Muani, je pense que ça aurait peut-être pas été une mauvaise chose de les mettre plus tôt dans ce mondial à la place de Dembélé. Enfin, c'est mon avis. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que ça aurait peut-être été une bonne chose. C'est vrai que Dembélé, il avait déjà donné des infos, quoi. Comment? Oui, non, je dis pas, excusez-moi, mais je disais que Dembélé, on y a cru toute la Coupe du Monde, mais on commençait à avoir des informations comme quoi il n'était pas dans son mondial. Donc, Kingsley Coman, on aurait pu le mettre, je suis d'accord. Ah bah ça, on est d'accord, oui. Ouais, et du coup, ça ne s'est pas passé ainsi. On va évoquer dans un instant la seconde période avec vous sur Sud Radio, juste après cette victoire donc de l'Argentine au tir au but face à la France. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Auchan, élu meilleure enseigne jouets. Jusqu'au 24 décembre, jusqu'à 50% de remise sur une sélection de jouets. Avec une offre pareille, on vous assure des sourires par milliers. Auchan, avec plaisir. Selon les références, jusqu'à 50% cagnoté sur votre compte Waouh Auchan ou jusqu'à 50% de remise immédiate. Hors sport, librairie, portique, jeux vidéo et consoles vidéo. Valable dans vos hypermarchés Auchan participants et sur Auchan.fr. Nos hypermarchés sont exceptionnellement ouverts ce dimanche toute la journée. Voir sur Auchan.fr. Joyeux Noël mon amour. C'est gentil mais c'est tout. Alors que Joyeux Noël mon amour, écrit sur des chocolats, là vous vous engagez. Pour Noël, Jeff de Bruges inscrit gratuitement un message personnalisé sur ces délicieux chocolats. Des chocolats fondants, onctueux, raffinés. Jeff de Bruges, le plaisir d'offrir du plaisir. En boutique, en click and collect et par coursier. Rendez-vous sur jeffdebruges.com. Pour votre santé, évitez de grignoter. Sud Radio, la finale de la Coupe du Monde, Argentine-France, Alexandre Priam, Quentin Cabanis. Allez les Bleus, on est tous derrière vous. Peut-être falloir changer le jingle, Quentin Cabanis. Il a mal vieilli, parce celui-là, je trouve. Il a très mal vieilli. Il a un peu mal. Mais j'avais aussi tout un stock de musique que j'utiliserai pas et ça me fait beaucoup de peine. Ah bah tu vois, je te l'avais dit. Heureusement que je les ai joués avant le match parce que bon. Ouais, heureusement. Ouais. Merci Quentin. On est donc à l'issue de cette finale de Coupe du Monde remportée par l'Argentine. On arrive quand même à en rire parce que on n'a pas pris la rouste qui se dessinait à la fin de ce premier acte. Donc victoire au tir au but, 4-2 au tir au but, 3 partout dans le temps réglementaire de cette rencontre. On est avec Émeric au 0826 300 300, membre et fondateur surtout de la chaîne Poney Club sur Twitch, chaîne de référence sur le sport et sur le gaming. On est avec Philippe David, journaliste Sud Radio, avec Julien Thomas, consultant, Quentin Cabanis, celui que t'as les Gilliards, et dans un instant, on va retrouver Arnaud Tulipier, rédacteur en chef de 90 Football. La question que je voulais te poser, Émeric, au 0826 300 300, comment ce match bascule en seconde période? On attaque maintenant la seconde période. Est-ce que déjà les deux changements et ce petit changement donc de Dembélé sorti et de Giroud sorti remplacé par Kolo Muani et Thuram, est-ce qu'il est tout de suite efficient ce double changement? Et qu'est-ce qui fait que l'équipe de France revient peu à peu dans ce match? Ou est-ce que jusqu'à la 80e pour toi on est toujours dans le désert? Non, moi je pense qu'on va un peu mieux en deuxième. Bon, l'Argentine nous laisse au bout d'un moment un peu plus le ballon. On va un petit peu mieux. C'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de permutations entre Kolo Muani et Mbappé sur le front de l'attaque, ce qui perturbe un peu les Argentins, enfin, et même notamment le milieu de terrain qui est un petit peu consommé par ça. Donc je pense que c'est là-dessus qu'on
qu'on progresse. Après, je trouve que voilà, on a joué avec malheureusement les hommes qui étaient disponibles, et on va en critiquer aucun parce que voilà, ils nous ont fait kiffer. Mais c'est vrai qu'on a manqué de transition, on a manqué de qualité technique sur cette finale. Et on a des jeunes joueurs, voilà, tu vois, genre, pour moi, Tchouaméni, il fait pas une grande Coupe du Monde, mais il fait une mauvaise Coupe du Monde, il progresse et il sera très très fort pour plus tard. Et voilà, et il y a des mecs que j'attendais un peu plus haut et qui étaient pas. Et donc, on s'attendra à mieux plus tard. Mais oui, en tout cas, sur cette deuxième mi-temps, je pense que les changements ont été efficaces. Et puis le scénario, au bout d'un moment, quand tu mènes 2-0 en finale de Coupe du Monde, tu sais très bien que tu vas y aller au physique. On a été proche du 3-0 quand même, à plusieurs reprises. Hein. Ah oui, Après, moi, ce que j'ai aimé avec Deschamps, c'est que il a tenté. Et au bout d'un moment, on finit avec 4 attaquants, tu vois. Donc en fait, il faut tenter. T'es en finale de Coupe du Monde. Si tu tentes pas là, tu tentes jamais. Hein. Donc il a tenté, ça a fonctionné. Il y a eu de l'irrationnel. Pour moi, on aurait dû les finir à ce moment-là, dans les 97 minutes là, avec les arrêts de jeu. Pour moi, il fallait inciter encore. Ils savaient plus où ils étaient à partir du moment où il y a eu le premier but qui tombe de nulle part, puisque je crois que c'est la première frappe cadrée de toute manière. Ouais. Mais voilà, on était. Théo Hernandez a commencé à envoyer des centres et advienne que pourra. Et puis on a commencé à être dangereux. Et petit à petit, on a basculé la finale dans l'irrationnel et c'était incroyable. Je pense qu'on a tous pris beaucoup de plaisir ce soir, malgré tout. Comment analyser le retour de l'équipe de France, Philippe David? Et je vais poser dans un instant la question à Arnaud Tulipier. Est-ce comme ça le penalty qui fait basculer les choses, ou l'équipe de France a mis quelques ingrédients pour revenir dans cette seconde période? Et si oui, lesquels? C'était un instant évoqué par Aymeric, Philippe. C'est le penalty qui change tout, surtout qu'on marque un but 1 minute après le penalty. Et il faut quand même reconnaître à Mbappé le courage qu'il a. Il tire 2 penaltys en finale de Coupe du Monde. Et il met les 2 de manière impeccable. Et il tente un tir au but après, il prend toutes ses responsabilités. Il a prouvé que le patron de l'équipe de France aujourd'hui, c'était lui. Vous permettez que je donne une statistique sur Mbappé rapidement, enfin 2. C'est le premier joueur à faire un coup du chapeau en finale de Coupe du Monde depuis Geoffrey Hurst en 66, quand l'Angleterre bat la en finale. Et il est le premier Français meilleur buteur d'une Coupe du Monde depuis Juste Fontaine en 1958. Ça fait donc 64 ans. Et il est maintenant à 12 buts en Coupe du Monde, à 1 but de Juste Fontaine, qu'il avait fait en une seule Coupe du Monde, mais le football n'était pas le même. Et je peux vous dire que, à mon avis, Mbappé va dépasser Miroslav Klose et tous ceux qui sont devant lui au classement des buteurs en Coupe du Monde en 2026. Et vous verrez ce que je vous dis. Et on l'espère, effectivement. Nous rejoint Arnaud Tulipier. Rebonjour Arnaud. Il y a une défaite en finale, hein, c'est jamais agréable, c'est sûr. Ça fait toujours mal. Mais au regard de la première période, puisqu'on est en train d'évoquer la seconde période là, au regard de la première période, ce retour en seconde période, il est dû à quoi? Quels sont les ingrédients qui expliquent ce retour des Bleus à 2 partout? C'est irrationnel, un petit peu comme ce que peut nous prévoir le football, en fait, finalement, parce que je vous ai entendu un tout petit peu, les amis, vous avez raison, mais on va quand même dire les choses comme elles sont. Pendant 80 minutes, on n'existe pas, on est nul. Voilà, on va dire les choses comme elles sont. Beaucoup de joueurs étaient paralysés. On ne saura jamais vraiment si ce fameux virus a mis à plat quelques-uns, parce qu'après, on a vu que, évidemment, la fatigue s'envole dès que l'espoir revient, mais il y avait de grandes souffrances au milieu du terrain, il y avait des oublis défensifs de poussins, on disait à mon époque. Et c'est vrai que l'équipe de France a été ridiculisée certaines fois, et ça faisait mal, hein, ça me fait mal de dire ça, hein, mais on se doit d'être objectif. L'équipe de France a été ridiculisée pendant, peut-être pas 80 minutes, mais pas loin. Il n'y a pas eu d'embellie, en fait. Il y a eu une entrée... on le saura sans doute pourquoi Giroud et Dembélé ont été sortis. Alors Dembélé, il avait la tête dans le seau complètement. Giroud était dans le combat. On sait comment il est, mais il peut toujours surgir. Est-ce que ce sont ses problèmes de genoux? Ça, on le saura. Mais l'entrée de Kolo Muani a fait beaucoup de bien. L'entrée de Thuram, décidément, il faut toujours jouer avec un Thuram dans une finale où, même si ça ne garantit pas la victoire, bien sûr. Mais c'est toujours ça, parce qu'il a mis du nerf, tout comme Kolo Muani, qui, avec son innocence, finalement, c'est un gars qui, il y a quelques saisons encore, était en CFA, on appelait ça à l'époque, maintenant National 2, en 4e division. Il était pas perdu pour le foot, mais en tout cas, pas pris pour le foot de haut niveau. Il est arrivé avec toute son innocence, lui, avec sans doute conscience de ce qu'il jouait, mais
l'a pris de la bonne façon. J'ai l'impression, et ça, il faudrait sonder les cœurs et les âmes pour le savoir, mais j'ai l'impression qu'il y a pas mal de joueurs qui ont même pas joué avec le frein à main. Là, ils avaient, vous savez, un sabot de quand vous n'avez pas payé le parc-mètre et que vous êtes resté trop longtemps. Il y en avait quand même un paquet qui avait un sabot, quoi. C'était, on donnera pas de nom, etc. Mais ça vous a forcément sauté aux yeux. C'était terrible. Et puis, on a dû à un homme, d'être resté en vie. C'est Lloris. Lloris a été une fois de plus, et je passe ma vie à dire qu'il faut lui faire une statue à cet homme-là. Parce que, bon, sur les tirs au but, on le sait, c'est pas sa grande spécialité, mais s'il n'y a pas Lloris, il n'y a peut-être pas de prolongation, il n'y a peut-être pas de tir au but, il n'y a rien du tout. Parce qu'il sort encore des trucs assez incroyables. Et très longtemps, là, la digue française, c'était alors Upamecano qui avait débuté très très mal. Il s'oublie complètement. Si vous revoyez le premier but, ça m'a sauté aux yeux. Je ne sais même pas comment c'est possible de s'oublier à ce point-là, mais après, il reprend un petit peu du poil de la bête. Et en fait, oui, il y a un petit peu de mieux en deuxième mi-temps, mais c'est tellement un encéphalogramme plat pendant la première mi-temps que ça ne peut qu'aller moins mal et non pas aller mieux. Et puis, il y a ce que peut nous offrir le foot. Je vous promets, j'arrête après. Il y a ce que peut nous offrir le foot de mieux, c'est que c'est un total renversement de situation, de cœur, d'énergie, de sang, de sentiments, d'histoire. Tout à coup, alors qu'on n'a pas existé. On a la première frappe cadrée, je vous dis ça de mémoire, je ne me trompe pas, je crois que c'est à 65e ou 70e. C'est pas une frappe cadrée, pardon, la seule frappe, excusez-moi. Elle est au-dessus. La première frappe, c'est la tête. C'est une tête de Thuram, il me semble. Non, il y a la frappe. Et ensuite, il y a une frappe. La frappe de Mbappé au-dessus. Avant le penalty, on est à 2 tirs. Ouais, voilà, c'est ça, il y a une frappe de Mbappé. Excusez-moi, j'ai oublié une tête. C'est moi qui la perds, la tête, excusez-moi. Il y a de quoi aujourd'hui la perdre, la tête. Mais c'est vrai que on n'existe pas, on est inexistant, on n'est pas dans les duels. Ils nous ridiculisent sur les sorties de balles, on est des poussins, des pupilles, des U4. Ça n'existe pas, mais c'est pas grave. Des U4 face à des adultes. Et puis, dans ce qu'il y a de mieux, ça bascule dans l'irrationnel. Colomouani qui s'arrache, qui arrive à avoir et là, tout le monde change. Tout change. La tête, etc. Et votre auditeur le dit juste avant, je finis, pardon, excusez-moi. Votre auditeur juste avant, on doit gagner avant la fin du match. On doit gagner. Ils ont la tête, même plus dans le seau, ils ont la tête dans le sac, dans ce que vous voulez, le sac de voyage, la destination Buenos Aires, ils sont déjà partis. Et puis, voilà, il y a un arrêt, ceci, cela, pareil en prolongation. Et puis, ça sourit à l'Argentine, bravo à elle. Voilà. J'arrête, pardon, excusez-moi, j'ai été très long, j'ai fait un tunnel. Parce qu'on a une pause à faire obligatoire, mais juste le dernier mot avant de libérer Aymeric, notre auditeur. Et c'est la plus grande finale de l'histoire de la Coupe du Monde pour toi? Au niveau des émotions, je crois que j'étais plus jeune et 2006 sera d'une violence sans pareil. Footballistiquement, dans la dinguerie, j'ai bien aimé. J'ai quand même des souvenirs de 94 où c'était incroyable entre le Brésil et l'Italie malgré un 0-0. La plus belle parce que la plus récente peut-être. Le scénario est fou. Mais dans les émotions, moi j'ai 2006 au-dessus quand même. Merci beaucoup Aymeric, et donc à retrouver sur la chaîne Poney Club. Continuez d'appeler au 0826 300 300. Dans quelques instants on ira du côté du 78 de Houille pour continuer de parler avec vous de cette grande finale perdue par l'équipe de France à l'instant. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Le grand sapin de Noël Sud Radio. Cette semaine, écoutez Sud Radio et à tout instant, ouvrez vos cadeaux en direct. Au pied du sapin, des casques Bluetooth, des tablettes tactiles, des montres et des enceintes connectées de notre partenaire, la Confédération des buralistes. Écoutez Sud Radio tous les jours et à chaque instant, tentez de remporter votre cadeau qui vous attend au pied du grand sapin de Noël Sud Radio. Joyeux Noël avec Sud Radio, parlons vrai. Leclerc. Tu fais quoi dimanche? J'ai une avant-première. Ah, au ciné, au théâtre? Non, sur l'appli Mon Leclerc. Tous les dimanches, mon magasin partage toutes les offres de la semaine en avant-première. Donc moi, je me prépare ma petite liste et je fais le plein de bons plans. Je vois, cliente VIP. Super VIP. En plus, sur l'appli, j'ai ma carte Leclerc, mes tickets de caisse, des réductions perso, toutes les... Ok, c'est bon, j'ai compris. Je télécharge l'appli Mon Leclerc. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Offre également consultable sur www.e.leclerc. Sud Radio Brive-la-Gaillarde. 97.8. Sud Radio. Moi, ce week-end, j'ai bricolé et j'ai réduit ma consommation d'énergie de 15%. Comment? J'ai installé un thermostat programmable. Maintenant, la température de la maison s'adapte à toutes mes habitudes. Pour économiser l'énergie, on agit, on réduit. Je baisse, j'éteins, je décale. Chaque geste compte. Ceci est un message du gouvernement.
Sud Radio, la finale de la Coupe du Monde, Argentine-France, Alexandre Priam, Quentin Cabanis. Allez les Bleus, on est tous derrière vous. Je t'ai dit Quentin, il faut le changer ce jingle. Il a très très mal vieilli. On est avec toute l'équipe Sud Radio, Quentin Cabanis, Loïc Talley-Gillard, Philippe David, et avec Arnaud Tulipi aussi, rédacteur en chef de 90 Football. On revient donc sur la défaite de l'équipe de France en finale de la Coupe du Monde face à l'Argentine. 4 tirs au but à 2, 3 partout à l'issue du temps réglementaire et des prolongations. Quel mot pour décrire cette finale? Un mot pour décrire cette finale. On va directement au 0826 300 300 rejoindre Olivier. Bonjour Olivier, bonsoir. Bonsoir. C'est une cruelle déception par rapport à la question qui est posée. Cruelle déception, un match d'anthologie, deux mi-temps différentes, avec une Argentine qui dominait, qui écrasait tout en première mi-temps. Et une seconde mi-temps assez géniale où les Français seront sortis comme des zombies, j'allais dire, parce qu'ils étaient complètement enterrés, cuits, morts, etc. en première mi-temps. Et ils ont fait une seconde mi-temps absolument géniale avec des changements judicieux de Deschamps, qui a fait des changements très importants, qui a donné du peps un petit peu à l'équipe, et puis des retournements de situation incroyables. J'y ai cru, franchement j'y ai cru. Et c'est douloureux. Franchement, je pensais qu'on aurait une 3e étoile sur le maillot. Ouais, voilà. On croyait à cette 3e étoile et on s'est remis à y croire au fur et à mesure de ce match. Arnaud Tulipier, qui est rédacteur en chef de 90 Football, c'est vrai que du désespoir, on est passé à l'espoir en 2 minutes. 2 buts de Kylian Mbappé, boum, espoir total. C'est fou quand même. À la question que vous venez de poser, qui est un mot pour résumer, moi je dirais football. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'activités dans la vie, il y a d'autres sports peut-être, mais il y a peu d'activités dans la vie où vous pouvez vivre autant de choses en si peu de moments, en si peu de temps. En un claquement de doigts, tout s'inverse, tout se renverse. Et finalement, en première mi-temps, on était là au jubilé de Di Maria et Messi, parce qu'on ne va pas oublier que Di Maria était exceptionnel, peut-être même meilleur que Messi en première mi-temps. Voilà, on voyait du football champagne, c'était magnifique. J'ai eu la chance quand j'étais môme, j'avais 17 ans, de voir le jubilé de Mario Kempes à Valence. J'étais revenu au jubilé de Mario Kempes à Valence, le fameux buteur argentin qui était dans les tribunes là, parce qu'il faisait ce qu'il voulait, c'était beau, même si on était français, ça faisait mal, mais c'était beau. Et puis finalement, en un instant, en deuxième période, à la fin de la deuxième période, ça s'est renversé. Puis on s'est mis à y croire. On a rêvé, on a pleuré, on a vibré, on a eu peur, on a craint ce qui est finalement arrivé. Mais entre-temps, c'était incroyable, quoi. Mbappé, qu'on n'avait quasiment pas vu du match, qui ne provoquait pas, qui ne faisait pas finalement ce qu'il doit être, c'est-à-dire le plus grand joueur du monde, ou en tout cas l'un des, ce qu'il veut être lui, c'est-à-dire insurpassable et inclassable. Et il veut rentrer dans les livres d'histoire. Il n'a pas fait grand-chose. Et puis tout d'un coup, il s'est allumé. Et puis il a vu un ray de lumière. Il s'est engouffré dedans et puis il est rentré dans la légende parce que, comme l'a dit tout à l'heure Philippe, il a raison, seul Jeffers en 66 a marqué un triplé, comme lui d'ailleurs, il avait besoin d'une prolongation. Et c'est vrai que on a vécu des choses incroyables. Donnez-moi une activité autre où vous pouvez vivre cela en 2 heures. C'est des émotions incroyables. Ah oui, des émotions incroyables. Olivier, et le goût là qu'on a dans la bouche, c'est de la déception forcément, mais est-ce qu'on peut souscrire par exemple à ceux qui disent que le football a gagné aujourd'hui? Ah, complètement. Surtout qu'en fait, cette Coupe du Monde, elle a démarré un petit peu bizarrement. Enfin, quand je dis bizarrement, dans le sens où elle était un peu décriée. Et en fait, tout le monde s'est pris au jeu. En fait, finalement, je sais pas quelles sont les audiences en fait TV ce soir, mais je pense que ça va être complètement monstrueux. Tout le monde y a cru. Enfin, moi, j'y ai cru. Je pensais qu'on allait passer. Peut-être par un trou de souris, mais parce qu'effectivement, les Argentins ont été très très bons et quelque part, ils méritent quand même finalement en fait leur victoire. Mais j'y ai cru. On a un joueur exceptionnel. Vraiment, je pense que c'est un don du ciel, un jeu incroyable. Il n'y a que la France qui forme des joueurs comme ça. C'est vrai, en 30 ans, entre un Platini, un Zidane et puis un Mbappé, c'est juste incroyable. Et le deuxième but, il est juste monstrueux. C'est un but incroyable. On a la chance d'avoir un talent comme ça pour notre football. Maintenant, peut-être que je me projette peut-être sur l'avenir. Il y a le championnat d'Europe qui va arriver bientôt. J'ai une petite inquiétude quand même. C'est vrai que les Français ont été, je dirais, ils sont remobilisés en seconde mi-temps.
Mais j'ai trouvé qu'il y avait quand même un déficit en milieu de terrain. Je trouve que ça a été assez criant quand même. Je pense que c'est là-dessus qu'on perd le match finalement. Parce qu'on a une bonne défense, on a des bons attaquants, mais je pense qu'au milieu de terrain, il y a quand même un petit déficit, un petit peu technique. Il manquait un peu de liant, et je pense qu'on perd le match là-dessus. C'est ce qui me dit me fait dire qu'on a pas mal de regrets, mais voilà, j'ai un goût amer quand même à une grosse déception, mais bon, j'espère que ça sera mieux pour la suite. On se posera la question dans quelques minutes. Ne serait-ce pas la fin d'une ère? Est-ce que Didier Deschamps n'a finalement peut-être pas tout vécu avec cette équipe de France, d'autant plus de vivre une finale comme ça? Mais je te voyais acquiescer, Philippe. Je reviens au propos d'Olivier sur ce milieu de terrain. Est-ce qu'aujourd'hui, là, on peut commencer à mettre le panneau devant la maison équipe de France, devant la FFF, et dire le chantier, c'est le milieu de terrain? C'est ça le chantier là dans cette équipe de France, Philippe? Moi, je pense qu'il va y avoir plusieurs chantiers, mais pour revenir sur ce que disait Arnaud, il y a 16 ans, quand on perd au tir au but contre l'Italie, la une de l'équipe le lendemain, c'est regrets éternels. Je pense que pour le rédac-chef de l'équipe, s'il n'a pas encore trouvé de titre, il peut faire un redit, parce que c'est une finale qui laissera des regrets. Moi, cette finale, elle m'a rappelé France-Italie 2000 sans l'issue heureuse. Parce que tout a changé en quelques secondes, quelques minutes, mais à part qu'on n'a pas eu une issue heureuse. Wiltord et après Trezeguet. Et d'ailleurs, comme ils ont montré Trezeguet dans les tribunes, désolé, j'ai eu un flash. Je me suis rappelé le tir au but manqué en finale 200006 et je me suis oh là là, c'est à cause de toi, Philippe. Donc c'est à cause de toi. Le chat noir, il est là. On l'a trouvé, ça y est. Si vous avez des problèmes, sachez que c'est à cause de Philippe David qu'on a perdu la Coupe du Monde. Adressez vos appels au 0826 300 300 pour vous plaindre de Philippe David. Arnaud Tulipier. Qu'est-ce que tu as dit, Arnaud? J'y ai pensé aussi, pour être tout à fait franc. Oh là là, allez, on vous transmet les coordonnées aussi d'Arnaud Tulipier. Le chantier, les amis, cette équipe, en fait, c'était une équipe qui était une équipe de 2018, mais avec beaucoup de jeunes. Mais est-ce que c'était une équipe one-shot? Là, il y a des gens, si c'est toujours des champs, je pense qu'on verra pas. Est-ce que c'était une équipe one-shot? Est-ce que c'était une équipe taillée juste pour cette Coupe du Monde et puis on va devoir reconstruire derrière? Ou est-ce qu'on peut vraiment s'appuyer sur ce qu'on a vu là? Mais il y a des joueurs qui vont rester. Alors évidemment, je pense que Benzema en équipe de France, c'est fini vu son âge. Giroud, c'est fini vu son âge. Lloris, même si un gardien de but, Philosophe a gagné la Coupe du Monde à 40 ans. Hein. Donc il peut peut-être faire une pige de plus, pourquoi pas. Il y a plusieurs trentenaires. Griezmann va avoir 31 ans en mars prochain. Mais il y a plein de jeunes qui arrivent. On a du Konaté qui a été très bon. On a Nkunku qui n'a pas joué la Coupe du Monde, mais qui est un super attaquant qu'on peut mettre. On a Coman qui n'est pas si vieux que ça, qui est très bon. On a Kolo Muani qui a explosé au visage du monde. Moi, je crois que de toute façon, on a un tel réservoir de joueurs que c'est pas demain que quelqu'un dira « Ouais, l'équipe de France, elle est gaze ». On est très loin de ce moment-là. Oui, mais tu irais mettre une pièce quand même dans la tirelire. Il manque un milieu de terrain, en fait. C'est Philippe David qui parle effectivement des attaquants, des défenseurs, mais en fait, il n'a pas cité les milieux de terrain. Et je pense que c'est là où, à mon avis, il y a un gros déficit. D'ailleurs, quand Griezmann n'a pas été. Est-ce que ce déficit, Olivier, peut se combler par le retour de Pogba et de Kanté, qui sont blessés actuellement? Ou pas seulement, où il faut aller plus loin? Peut-être, mais c'est vrai que Pogba, Kanté. Après, il y a qui derrière? En fait, on a bien vu, la Griezmann, il n'a pas été bon aujourd'hui. Et le Lyon n'était pas là. C'est lui qui faisait Lyon au milieu de terrain et il n'a pas été là et on était complètement en déficit. Et c'est ce qui nous a manqué. Rabiot semblait diminuer aussi. Et Rabiot aussi, oui. Ouais. Donc, je pense qu'on perd le match au milieu de terrain en fait finalement parce qu'on a des attaquants hyper brillants. Effectivement, comme disait Philippe, voilà, on a les ressources, il y a tout ce qu'il faut. Kolo Muani, il a été juste énorme. On a Thuram, enfin on a plein de joueurs. Marcus Thuram, je trouve qu'il n'a pas été très présent par contre. Oui, Philippe. Ouais, Rabiot, il a 27 ans, il peut faire une Coupe du Monde de mieux. Chouameni, il est jeune, il peut faire une Coupe du Monde de mieux. Donc, sur le manque de réserve qu'on a peut-être de banc en équipe de France, parce que Kanté est trentenaire et comment il s'appelle, Pogba est trentenaire aussi. Donc, ça va être plus compliqué. C'est comme Griezmann de les garder pendant 4 ans. Pour l'Euro, ça devrait être jouable. Pour la Coupe du Monde, ça va être plus compliqué. Mais entre-temps, vu la force de la formation française, je pense qu'on aura de très bons milieux de terrain qui vont arriver en complément de Rabiot et de Chouameni d'ici la prochaine du monde. Vous verrez, les amis. Hein. Mais c'est plutôt des créatifs. En fait, des milieux de terrain, on en aura, mais c'est plutôt des créateurs.
dans le milieu de terrain. C'est ça en fait. Et c'était le rôle en fait de Griezmann, justement, qui faisait bien ce lien-là parce qu'il avait cette capacité justement à bien défendre et à créer. Et là, on n'a pas ça. On n'a pas ce joueur-là. On n'a plus ces joueurs-là. Et je pense que c'est là où en fait on va peut-être un peu pêcher. Mais on a tout ce qu'il faut autrement ailleurs. Ça c'est vrai. Arnaud Tulipier. On est en train de raisonner comme si c'était l'équipe de France idéale qui avait joué. Ah non, c'est pas le cas. Hein. Non, c'est clair. Moi, une sélection nationale qui serait allée en finale de Coupe du Monde et qui la rate pour pas grand-chose finalement. Bon, certes, au tir au but, on a vu qu'il y a une grosse différence, mais pour le reste du match, même si on a été dominé, on est quand même en finale et on fait 3-3. Citez-moi une seule sélection qui aurait pu se priver du Ballon d'Or. De deux milieux de terrain qui ont été champions du monde et quand ils sont en pleine possession de ses moyens, ce qui certes n'arrive plus forcément tout le temps, mais quand même sont encore parmi les meilleurs du monde. Si vous regardez les matchs de Chelsea, N'Golo Kanté, quand il est encore à 100% de ses moyens, il écrase tout le monde. Hein. Le seul problème, c'est que maintenant, ça couine un peu. Je suis d'accord. Qui ce serait Nkunku, dont on dit qu'il vient d'être acheté par Chelsea, encore une petite fortune. C'est un joueur qui, à minima, aurait apporté quelque chose en cours de match, voire aurait peut-être débuté. C'est un vivier incroyable. Je suis assez d'accord avec notre auditeur qui dit que Olivier de Houille. Pardon. Au niveau des récupérateurs, etc., il y a peut-être un petit peu moins de qualité. Mais pourquoi ? Tout simplement parce que ceux qui ont été envoyés comme des Marie-Louise du temps de Napoléon, il envoyait les gamins sur les champs de bataille. Là, ils ont été. Eduardo Camavinga qui fait arrière gauche, qui fait là cette fois-ci, contrairement à la Tunisie, qui a fait un bout de match exceptionnel. Camavinga, même Tchouaméni, il est tout jeune, hein, c'est un gamin, hein, Tchouaméni. Rabiot a un peu plus de vécu, mais on la connaît son histoire avec l'équipe de France. C'est juste là depuis quelques matchs presque qu'il s'est installé en patron parce qu'avant il voulait pas venir parce qu'il faisait trop froid, Dédé on voulait pas, enfin c'était compliqué son histoire. Donc finalement ça a été un milieu de rustine. Ça n'a pas été un sélectionneur Didier Deschamps, ça a été un infirmier au propre comme figuré presque, parce que peut-être qu'on ne le saura pas, mais est-ce qu'à un moment ou à un autre, je crois que je l'ai dit tout à l'heure, pardon, mais est-ce qu'à un moment ou à un autre, ce fameux virus n'a pas un peu fait manquer quelques forces à quelques joueurs ? Il y a des joueurs qu'on n'a pas du tout. Probablement. Parce que Rabiot, ça a été compliqué. Dembélé, on l'a pas vu, il a été transparent, et j'ai failli dire un autre mot, mais j'ai essayé d'être assez aimable. Donc, il y a quand même quelques joueurs qui n'ont pas été au niveau qu'ils affichaient ces derniers matchs, ou en tout cas qu'ils avaient affiché en début de Coupe du Monde. Donc, on ne saura peut-être jamais. Mais pour reprendre le débat que vous étiez en train d'initier, moi, je ne suis pas inquiet une seconde. Il y a beaucoup de monde qui est à la porte. Il n'y a pas très longtemps, en début de semaine, je crois, il y avait un média britannique, je crois, qui avait fait une équipe type avec tous les gamins de 2002, 2003, 2004, 2005. Et il y avait, vous savez, par poste, il y avait ça. Il y avait ça de noms. Il y avait 6, 7, 8 gros noms qui arrivent. J'aime mieux vous dire que même si l'Argentine a gagné aujourd'hui, et bravo à elle, ils aimeraient bien avoir ce réservoir-là. Vous allez me dire, c'est eux qui ont la 3e étoile et pas nous. Vous auriez raison. Le dernier mot de la fin, juste pour Philippe David, qu'on va devoir libérer. On va garder un petit peu Olivier, Arnaud Tulipier et toute l'équipe Sud Radio. Dans un instant, on aura un autre auditeur au 0826 300 300. Philippe, toi, président de la Fédération française de rugby, de football, pardon. Rugby, pourquoi pas, mais de football. Ouais, de football aussi, hein, tu vois. On n'est pas exemplaire. De toute façon, c'est compliqué pour les deux. D'ailleurs, s'ils pouvaient partir en même temps, ça nous dérangerait pas. Toi, président de la Fédération française de football, Philippe, est-ce que tu gardes Didier Deschamps ? Bien sûr. Il fait une finale de Coupe du Monde où on perd de rien au tir au but, il nous gagne une Coupe du Monde, il fait une finale d'Euro où on prend le poteau à la dernière seconde, alors à condition qu'il ait envie de rester. Bien évidemment. Ah non, attention, c'est ça la question. C'est est-ce que Deschamps a envie de rester d'après toi ? Est-ce que là, on va avoir Deschamps toujours sélectionneur ? Si on lance les paris là. En début de semaine dernière, Le Gret a dit qu'il souhaitait que Deschamps continue. Donc je pense que l'appel du pied est un peu plus clair. Son contrat se termine dans 15 jours, le 31 décembre. Enfin, un peu moins, 13 jours. Celui qui a la clé, c'est Deschamps. Il prolonge. Celui qui a la clé, c'est Deschamps, absolument. Excellent jeu de mots. Hein. Bravo. Joli. C'est cadeau. Ils sont brillables dans le texte. Il a fait exprès celle-là. Pour moi, la clé est dans les mains de Deschamps. Mais
mais le staff de l'équipe de France est excellent. Et on ne change pas une équipe qui perd de ça. Comme le disait, je crois que c'est Arnaud, on nous aurait dit il y a 6 semaines, avec tous les blessés qu'on avait, dont le Ballon d'Or, qu'on irait en finale de Coupe du Monde et qu'on perdrait contre l'Argentine au tir au but, on l'aurait tous jamais cru, on aurait hurlé au fou. Donc je pense que je pense que si Deschamps veut continuer, évidemment, il faut maintenir Deschamps. C'est pas moi qui ai dit ça, vous avez dit qu'on irait en finale. Ouais, oui. Mais Alexandre, moi je pense que... On avait beaucoup je peux le prouver, hein, j'ai mes paris qui sont là. Je pense, Alexandre, que c'est même fait, hein, que Deschamps va rester, à mon avis. Et je pense que c'est pour ça qu'il n'y avait pas Zinedine Zidane aujourd'hui. Ouais, effectivement, et on verra, on en saura plus dans les prochains jours. Merci beaucoup Philippe. David, demain on te retrouve sur Sud Radio. Tiens, sur quelle émission? Je remplace André Berkoff qui a pris un peu de vacances, donc on se retrouvera de 12h30 à 14h. 12h30, 14h, je traduis parce qu'il est le point de aux côtés de Cécile c'est notre ami Fred Brindel qui me remplace en compagnie de Cécile de Minibus pour les vraies voix de 17h à 20h, vous savez tout. Merci beaucoup Philippe, on continue de parler de la Coupe du Monde. Les gars, les bleus, hein. Oui, elle est les bleus avec Olivier et qui nous appelle de Houille, avec Vincent dans un instant qui nous appelle de Limoges ou du Gers, hein, ça à voir. Il voyage beaucoup. On est toujours avec Arnaud Tulipier, rédacteur en chef de 90 Football, avec Julien Thomas, Quentin Cabanis. Petit détour dans un instant du côté aussi de la Ville Rose avec Rémi Mességué dès qu'on a le feu vert de Quentin. Juste un mot, Julien. Est-ce que tu pourrais comprendre, toi qui es coach, que Didier Deschamps dise tout simplement en fait j'ai peut-être tout vécu avec cette équipe et peut-être que c'est une façon de partir, tu vois. Est-ce que tu pourrais imaginer que Deschamps dise stop? Oui, je peux imaginer parce que peut-être donc ça lui donne assez envie pour revenir aussi, hein, il a fait 2 Coupes du Monde, il a fait bien sûr son temps en tant que sélectionneur, peut-être il se sent un peu au bout de son projet, donc peut-être mettre du neuf aussi au niveau de staff de la nouvelle équipe de France qu'il va y avoir avec du renouveau, mais compétiteur comme il est, peut-être que non, parce que quand on a des ambitions encore plus élevées d'aller chercher encore peut-être un autre titre, il peut y rester et ça serait je pense que c'est le candidat potentiel. Et il y a donc tu penses que là ça vient immédiatement cette défaite lui donne faim? Moi, c'est lui. Ah oui, cette défaite lui donne faim. Un compétiteur comme il est, c'est un personnage qui cherche l'excellence et les titres. Donc, qu'en tant que joueur, comme un sélectionneur, hein, mais je pense que oui, il est potentiellement renouvelé si lui l'accepte, bien sûr. Après, peut-être lui se sent au bout d'un cycle et qui ne veut pas aller trop loin et trop par les discours, parce qu'après aussi, c'est en sélection, c'est moins qu'un club, hein, mais un sélectionneur, les discours, le système de jeu, peut-être les relations humaines, à un moment donné, ça se délite au lieu d'amener une énergie justement d'un nouveau discours avec un nouveau sélectionneur. On accueille Vincent. Salut Vincent, au 0826 300 300. Tu nous appelles d'où, Vincent? Là, je suis à Limoges, pas dans le Gers, pardon, de Saint-Martin. Ah, donc du côté de Limoges. Tiens, il y a eu un Florence-Limoges tout à l'heure. J'imagine que tu as dû suivre ça en rugby. Et c'était à l'avantage de Florence tout à l'heure, hein, de ce que je savais. Il a pris sa revanche par rapport au match aller. Et oui, voilà. Donc succès de Florence donc face à Limoges en rugby. Est-ce que tu imagines donc Deschamps rester, Vincent, et quels sont les grands chantiers à venir? Olivier à l'instant parlait du milieu de terrain. Quels sont pour toi les grands chantiers pour cette équipe de France pour se diriger vers l'Euro, parce que c'est le seul trophée que Didier Deschamps n'a pas en tant que sélectionneur notamment. Ah oui, puisque Didier est en poste depuis 2012. Ça fait donc 10 ans maintenant qu'il est au Rennes du 11 de France. Je pense que c'est un record de longévité sur ce poste. Il est très apprécié par les joueurs. Donc, en effet, se pose la question, est-ce que le discours passe toujours? Manifestement, oui, puisque avec une équipe, malgré tout, amoindrie, il arrive presque à remporter la Coupe du Monde. Donc, ce n'est pas un mince exploit. Avec, en effet, vous l'avez dit, des joueurs importants qui manquaient, hein, Pogba, Kanté. Le Ballon d'Or, Benzema donnait peu d'espoir par rapport aux Français en milieu de compétition, peut-être le quart, demi. Mais là, finalement, on échoue malheureusement aux portes. On a presque caressé la Coupe du Monde et elle nous échappe de très peu.
Donc à voir. Écoute, manifestement, il est apprécié par Noël Le Graët. Ça, c'est en effet, tout le monde le sait, même si on sait que certains disent aussi tapent assez avec insistance à la porte pour le remplacer. Donc à voir. En effet, je pense que celui qui a la clé des champs, comme tu disais, mais s'il part, voilà, la question c'est qu'est-ce qu'il pourrait faire. Je sais pas. Donc à voir. C'est à lui de voir, de faire le point. C'est vrai qu'il lui manque l'Euro, comme tu dis. Il a échoué de peu contre le Portugal à la maison en 2016. Donc en effet, peut-être qu'il voudra terminer par une revanche en remportant l'Euro dans 2 ans en Allemagne. En effet, et comme on le sait, il a un nouveau joueur. Oui. Pour se projeter, il y a une question qui peut-être demeure d'abord, c'est est-ce qu'on a eu plus de promesses, est-ce qu'aujourd'hui on a plus de promesses que d'inquiétudes pour l'avenir? Je vous laisse méditer, on va faire un petit tour à Toulouse avec Rémi Mességuet. L'ambiance descend, j'imagine, du côté de la Ville Rose. Ah ben oui, Alexandre, là clairement sur les allées Jean Jaurès et au niveau entre Jean Jaurès et Jeanne d'Arc, c'est la déception qui prédomine. Très clairement, les gens rentrent un petit peu la tête basse. Alors il y a 2 sortes de populations, on va dire, les gens qui rentrent chez eux et des autres qui disent tant qu'à être au bar, on va rester au bar et on va un petit peu noyer notre chagrin entre supporters de l'équipe de France. Voilà, il y a quelques il y a quelques noms d'oiseaux qui pleuvent un petit peu aussi sur les Argentins, mais voilà, c'est vraiment la déception. Et surtout, ce qui ressort, c'est ce scénario qui a fait espérer en fait les Français et qui, au final, la cruauté des tirs au but a fait la différence. Et c'est vrai que tout le monde rentre un petit peu tête basse. Il y a 2-3 klaxons qui retentissent de temps en temps. On a pu apercevoir 2-3 drapeaux argentins. Il y a une grosse communauté latino-américaine à Toulouse, et donc on a vu quelques drapeaux argentins qui célèbrent la victoire de leur équipe et la 3e étoile des coéquipiers de Lionel Messi. Merci beaucoup Rémi Mességuet en direct de Toulouse, la Ville Rose. Donc la question que je posais, est-ce qu'aujourd'hui on a plus de promesses que d'inquiétudes ou l'inverse à l'issue de cette finale perdue par l'équipe de France face à l'Argentine et 3e sacre pour les Argentins? On évoquera Messi à partir de 19h. Tiens, qui veut... à partir de 20h, oui, pardon. Qui veut s'y mouiller en premier? Tiens, Arnaud Tulipier, rapidement. Plus de promesses ou plus d'inquiétudes maintenant pour la suite de l'équipe de France? Forcément plus de promesses. Vous n'avez même pas une équipe type. Vous avez une équipe à prime qui arrive à la finale de Coupe du Monde. Il faudrait quand même être extrêmement exigeant, avoir peu de mémoire et puis surtout être un peu sans cœur pour dire qu'il n'y a pas de promesses. C'est-à-dire que on a bien senti qu'il y avait les pieds qui tremblaient quand même chez certains Bleus qui n'avaient pas l'habitude de ce niveau-là, même s'ils évoluent en Ligue des Champions, même s'ils sont dans des grands clubs. Des Koundé, des Tchouaméni, voilà, ce sont des joueurs qui n'ont pas été, des Dembélé, ils n'ont pas été forcément à leur niveau. Bon, Dembélé est un petit peu plus expérimenté. Pas encore à maturité, certains joueurs, notamment. Ouais. Oui, mais même Dembélé, on va être tout à fait franc. Mais est-ce qu'il sera un joueur à la maturité, Dembélé? C'est un autre débat. C'est une autre question. Mais c'est vrai que pour moi, après, j'ai pas prétention de savoir tout, loin de là, mais je pense quand même que vu le bricolage qu'il y a eu, et c'est pas peu de le dire, on a quand même fait un match, je le rappelle, même s'il comptait pour du beurre, et ma théorie c'est que Deschamps a fait exprès pour montrer qu'il comptait pour du beurre. On a quand même fait un match avec Camavinga arrière gauche, Dissassi arrière droit, enfin c'était même pas expérimental, là on était dans la 3e dimension, la 4e, la 8e, ce que vous voulez. Donc encore aujourd'hui, Camavinga rentre arrière gauche, il a été exceptionnel, j'ai trouvé incroyablement bon. Plus un poste de ratisseur d'ailleurs que d'arrière gauche, mais donc si vous voulez, si nous Français avec une équipe extrêmement décimée, il n'y a aucune équipe qui a connu tout ça, hein. On va en finale de Coupe du Monde et on se dit oh là là, les lendemains vont pas être beaux. À ce moment-là, il faut éteindre la télé et puis regarder, ou l'ordinateur, ce que vous voulez, mais il faut plus regarder le foot, parce que très sincèrement, je préfère être français ou anglais, par exemple, que pas que argentin, faut pas exagérer, mais il y a quand même des pays qui avaient des grosses ambitions, qui sont pas allés très très loin, qui se sont cassés la figure, y compris l'Allemagne d'ailleurs, qui a de très bons jeunes joueurs. Ils ont des vieillissants, mais ils en ont des très jeunes, et ils sont pas allés très loin. Nous, il y a quand même de la réserve derrière. Regardez l'équipe de France Espoir, elle est monstrueuse, vraiment monstrueuse. Pareil pour pas mal de catégories. On a le petit Zaïre Emery au PSG qui arrive, qui est un joueur exceptionnel, vraiment. Ouais, très fort. Depuis 2005, pardon, j'ai eu la chance de le voir plusieurs fois. On a Mathys Tel qui est parti au Bayern Munich, qui est encore un adolescent ou presque, qui a déjà commencé à marquer. C'est le plus jeune garçon à avoir marqué sur le maillot du Bayern. Voilà, il y a quand même
gros motif de satisfaction. Olivier, auditeur de Houille dans les Yvelines, est-ce qu'on partage du coup le même optimisme et on note plus de promesses que d'inquiétudes côté équipe de France? Oui, on a un énorme, non, plus de promesses, je disais. Enfin, on a un énorme réservoir. Hein. On en parlait tout à l'heure, effectivement, d'excellents défenseurs qui sont jeunes. D'ailleurs, on a fini avec la charnière qui était Konaté Upamecano. Donc voilà. En attaque, bon, on les a vus aussi. Hein. Colomboigny, ça a été juste énorme aussi également. Non, on a énormément de ressources. La question, c'est effectivement de savoir si Didier Deschamps va continuer. S'il ne continue pas, comment? Et on a beau avoir la matière, mais effectivement, il va falloir construire un groupe, etc. Donc, on a quand même quelques interrogations. On a énormément de matière, on a plein de joueurs, etc. J'ai quand même la question sur le milieu de terrain, quand même, parce que je pense qu'on n'a pas de créateur. Mais voilà, il va falloir trouver effectivement la personne qui va pouvoir bâtir ce groupe. Alors, j'espère que ça sera Didier Deschamps qui continuera, au moins pour le championnat d'Europe. Et si c'est pas lui, faudra trouver la bonne personne, la personne idoine, effectivement, pour qu'on puisse constituer ce groupe et puis qu'on puisse encore gagner des trophées. Merci beaucoup Olivier d'avoir été avec nous. Olivier de Houille dans les Yvelines, analyse très pertinente. La même question du coup à Vincent Despax du côté de Limoges. Vincent, toi aussi tu vois des promesses? Oui, mais forcément optimiste pour la suite. Clairement, on voit qu'il y a un réservoir intéressant, des villes dans lesquelles on pourra piocher les années à venir. Moi, la différence fondamentale que j'ai remarquée, c'est que les joueurs sont vraiment des compétiteurs et ils ont la gagne en eux. Ils ont vraiment la victoire en eux. Ce qui m'a surpris, c'est que très souvent, on a souffert, on a fait le dos rond, mais pour autant, on n'a pas paniqué. On a su garder la maîtrise de nos émotions et c'est ce qui fait une force. C'est vrai que plusieurs fois, on s'est dit, on va passer la trappe, c'est pas possible, on va pas s'en sortir. Et miraculeusement, on réussit à chaque fois à marquer un but, à relancer des rencontres, alors qu'on était vraiment en train de subir, d'être dans les cordes. Et ça me rappelle un peu la saison du Real Madrid en Champions League. Plusieurs fois, on pense que le Real va se faire sortir, ils sont aux abois, et finalement, à la fin du match, c'est eux qui l'emportent et qui sortent vainqueurs. Et c'est vrai que ce soir, si on avait gagné, on aurait pu dire, comme Gary Lineker, le foot est un sport qui se joue 11 contre 11 et à la fin, c'est la France qui gagne. Bon, malheureusement, un match près, on peut pas le dire, mais voilà, Deschamps, pour moi, vraiment inculquer la gagne dans l'esprit des Français et on voit qu'en fait, on a peur de rien actuellement. Merci beaucoup Vincent, reste avec nous. On va évoquer Messi après la pause avec Julien Thomas et Quentin Kévenis. Merci beaucoup à Arnaud Tulipier, rédacteur en chef de 90 Football, le monde du foot en 90 secondes et en vidéo fun sans frontières et francophone pour raconter le jeu et ceux qui le font, à ceux qui l'aiment et qui le suivent. L'application est excellente. Bravo Arnaud Tulipier et très belle soirée malgré la défaite des Bleus. Merci à vous aussi. On se retrouve dans un instant sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Leclerc. Tu fais quoi dimanche? J'ai une avant-première. Ah, au ciné, au théâtre? Non, sur l'appli Mon Leclerc. Tous les dimanches, mon magasin partage toutes les offres de la semaine en avant-première. Donc moi, je me prépare ma petite liste et je fais le plein de bons plans. Je vois, cliente VIP. Super VIP. En plus, sur l'appli, j'ai ma carte Leclerc, mes tickets de caisse, des réductions perso, toutes les... Ok, c'est bon, j'ai compris. Je télécharge l'appli Mon Leclerc. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Offre également consultable sur www.e.leclerc. Vive une expérience 100% rouge et noir au sein de la nouvelle boutique d'Ernest Ballon. Les plus de 350 mètres carrés de la nouvelle boutique vous accueillent au cœur d'Ernest Ballon pour retrouver l'ensemble de nos collections dans un espace aéré et agréable. Plusieurs nouveautés ont vu le jour, comme le stand Click and Collect, idéal pour commander puis retirer vos derniers cadeaux de Noël. Alors n'attendez plus et venez découvrir notre nouvelle boutique au stade Ernest Ballon tous les jours de 10h à 19h et lors des jours de match. N'oubliez pas aussi l'e-shop Stade Toulousain, également disponible sur www.boutique.stadetoulousain.fr. Vous êtes bien sur Sud Radio, il est 20h. Bonne fête avec Sud Radio. Parlons vrai. Dans un instant, on continue de parler de la finale perdue par l'équipe de France face à l'Argentine et on va évoquer la légende Messi avec évidemment en fil rouge Harlequins Racing 92, 14-10 pour les Anglais. Mais d'abord un point sur l'information. Bonsoir à tous. La finale aura tenu toutes ses promesses avec des rebondissements jusqu'à la fin. Mais c'est l'Argentine qui remporte donc sa 3e étoile. L'Albi Céleste, championne du monde de football, bat la France au terme d'un match fou au tir au but. Les Bleus, tout d'abord menés 2-0 dès la mi-temps, ont réussi à
a remonté grâce à Kylian Mbappé qui a réussi un pénalty puis un but quelques minutes plus tard, arrachant des prolongations. Prolongation tout aussi folle où Lionel Messi marque un nouveau but. Réponse quelques minutes plus tard de Mbappé dans un pénalty à 3-3. Les deux équipes s'affrontent donc au tir au but et c'est les Argentins qui repartent avec le trophée au Qatar. Et dans les bars, dans les rues en France, c'est bien sûr la déception. De nombreux supporters y croyaient et ils avaient donné de la voix grâce au but de Kylian Mbappé qui avait relancé le match 2 fois. Peu de monde devrait donc se retrouver dans les rues, notamment sur les Champs-Élysées où un important dispositif de sécurité était prévu. Dans le reste de l'actualité, cette manifestation à Paris aujourd'hui contre le projet de loi immigration du gouvernement. Des milliers de personnes réclamaient plus de droits pour les sans-papiers. Cette loi prévoit de régulariser les sans-papiers dans les métiers en tension qui manquent de main-d'œuvre. Pour la CIMAD, association qui défend les droits des migrants, il faut des régularisations plus larges et plus durables. Les 10 victimes de l'incendie de Vaux-en-Velin désormais identifiées. Il s'agit de 6 adultes et de 4 enfants et non pas 5 mineurs comme indiqué jusqu'à présent. Les investigations se poursuivent pour faire la lumière sur ce qui a déclenché ce feu dans la nuit de jeudi à vendredi dans un immeuble de 7 étages. Le pape François bientôt à Marseille, le souverain pontife laisse entendre qu'il pourrait participer à la rencontre des évêques de la Méditerranée en 2023. Aucune date n'a été confirmée pour l'instant. La Bretagne sous d'importantes averses, 2 départements, le Finistère et le Morbihan, sont placés en vigilance orange pour pluie inondation. Le Finistère est aussi concerné par une vigilance orange pour crue. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Excellente soirée à tous. Sud Radio aime le rugby. Et le rugby va nous le rendre, on l'espère, parce que le football ça a été difficile, mais on a vécu quand même des émotions extraordinaires avec la finale de cette Coupe du Monde. Argentine-France, défaite au tir au but 4-2, 3 partout à la fin des prolongations. Petit détour vers le rugby justement avec Quentin Kéveny, le Queens Racing 92. Pour l'instant c'est pas facile non plus pour l'équipe française du Racing 92 qui est menée face au Harlequins après 65 minutes, 14-10, 2 essais à 1 avec le Racing 92 qui en plus évolue en infériorité numérique après avoir pris un carton rouge pour un plaquage cathédral. Et ben voilà, on continue de suivre ça, on est à la 66e et ça doit se terminer dans un gros quart d'heure. Ouais, et La Rochelle hier, ça n'a pas été. On fera le bilan d'ailleurs à partir de 20h15, 20h17. Eh bien le bilan des clubs des clubs de Champions Cup, des clubs français de Champions Cup avec un conseil de classe improvisé avec Julien Thomas et Quentin Kéveny. Ouais, c'est comme ça, c'est sur Sud Radio, on est en direct et on s'adapte. Donc régler, ça. Ouais, ça va être très vite réglé effectivement. Félicitations. On peut mettre félicitations, compliments aux 2 équipes qui ont gagné, avertissement à tout le monde. Il y a beaucoup d'avertissements possibles. Retour au football, Léo Messi donc a remporté sa Coupe du Monde. Celle qu'il chérissait tant, celle que l'Argentine voulait lui offrir, que ses joueurs voulaient lui offrir, ses coéquipiers. Il l'a eu après cette Copa América qu'il a mis tant de temps aussi à avoir. On l'a toujours dit, extraordinaire en club, moins brillant en sélection. Est-il désormais le meilleur joueur de l'histoire du football? La question qu'on peut se poser maintenant, puisque je pense que son palmarès est clos, il peut plus faire mieux, à part peut-être encore un nouveau Ballon d'Or à la fin de la prochaine saison. Il lui reste quelques compétitions à jouer en club aussi, hein. Bien sûr. Il peut gagner la Ligue 1. Il est toujours en lice pour la Ligue des Champions aussi. Oui, mais il l'a déjà gagné. Et la Coupe de France. La Coupe de France. Oui, il a pas gagné la Coupe de France. Ça c'est quand même. Du coup le débat ne marche plus. Attends. Je veux dire, non, il a pas gagné la Coupe de France. Est-il le plus grand footballeur de l'histoire? Le challenge Boutagaz, le meilleur footballeur de l'histoire du football. On en parle avec Quentin Kéveny, avec Julien Thomas, Loïc Télé-Gilliard et Vincent, notre auditeur au 0826 300. Tiens. Ton avis, Vincent, avant d'aller voir Arnaud justement au standard. Vincent. Mais écoute, tout simplement, factuellement, Messi est le seul joueur à ce jour qui a remporté 7 fois le Ballon d'Or. On peut déjà parier qu'il va le remporter l'an prochain, donc ça fera 8 ballons d'or. Et en effet, comme tu dis, il a fini en apothéose en remportant la Coupe du Monde tardivement, comme la Copa América, sachant que l'histoire avec l'Argentine a été assez compliquée. De mémoire, il y a souvent des incompréhensions avec les supporters argentins. Il a même pris sa retraite à un moment. Oui, il s'était retiré parce qu'on lui reproche son éducation un peu européenne, donc à pas se fondre dans le moule argentin. Donc là, il est un peu l'égal de Maradona, puisqu'il a porté en effet son équipe et son peuple pour remporter la Coupe
Coupe du Monde qu'on avait fait Diego en 86, voire l'égal aussi du pape François qui est argentin. Donc la question qu'on se pose, en effet, Messi a tous les critères maintenant pour devenir le plus grand joueur de l'histoire du foot. Maintenant, reste en effet, comme vous dites, à concrétiser un club, puisqu'on se pose la question comment est-ce qu'un club qui est dans ses rangs, Messi et Mbappé, n'a pas encore réussi à remporter la Champions League. Et voilà, la pression sur le Paris Saint-Germain. C'est tout. Voilà, c'est de la faute de Neymar. C'est la faute. On fait ce qu'on peut. C'était faute de l'histoire. La faute de Kingsley Coman aussi. Ah oui, des beaux souvenirs, merci. Quentin. Tiens, on va au 0826 300 300 avant d'aller voir Maxime. On va voir Arnaud. Bonsoir Arnaud. Bonsoir à tous. Arnaud, la question elle est délicate. C'est vrai qu'il y a toujours eu un duel. Les meilleurs, c'est Ronaldo, Messi, c'est Messi ou Ronaldo. Bon, en termes de titres, très clairement, Messi vient de passer au-dessus, probablement de façon durable, parce qu'on n'imagine pas Ronaldo jouer une Coupe du Monde en 2026. Mais est-ce que ça va même au-delà? Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire Messi, c'est le meilleur joueur de l'histoire, ou en tout cas il talonne peut-être Pelé? Même si c'est des époques tellement différentes que c'est difficile de faire les parallèles, Arnaud. Bah écoutez, moi je pense que alors comparer comme on dit les joueurs d'avant, Maradona, Pelé, je pense que c'est compliqué. Le foot n'était pas de la même manière. Après, si on prend, je pense, sur ces 20-30 dernières années, bien sûr que Messi a étalé le football de son talent, et on le voit encore aujourd'hui. À un moment on le voit plus pendant presque toute la deuxième. Et puis sur une accélération, il est là pour suivre le ballon là sur ce troisième but. Il aimante le ballon, et puis on sent qu'il porte l'équipe. Enfin, moi, je discutais avec des amis. Je pense que si l'Argentine a gagné la Coupe du Monde, c'est parce que Messi a su tirer le meilleur de tous les joueurs qui étaient autour de lui. Donc, je pense que quand on a un joueur comme ça qui nous galvanise, oui, je pense qu'on peut dire que c'est le meilleur joueur du monde. Et puis il arrive, oui, à faire en sorte que les autres soient prêts à tout pour lui, et ce qui n'est pas le cas de tous les grands joueurs, je pense, voilà, dans l'ensemble. C'est des débats qu'on a souvent eu, voilà, dans les couloirs de Sud Radio avec Maxime, avec Quentin, quand on vit football. Maxime, qui est avec nous en studio, qu'est-ce qu'on t'en pense? Est-ce qu'on peut l'estimer meilleur joueur de l'histoire du football désormais? Est-ce qu'il vient de mettre la dernière portion pour construire sa légende? J'ai envie de dire pour l'instant. Parce que y a quelqu'un qui tape à la porte, qui est 10 des Bleus ce soir, et qui marque un triplé en finale de Coupe du Monde quand même. J'ai envie de dire pour l'instant, parce que c'est oui, il a le plus beau palmarès, même s'il manque la Coupe de France, vous l'avez dit tout à l'heure. Je veux dire, Cheikh Diabaté a la Coupe de France. Hein, bon. Est-ce que Cheikh Diabaté n'est pas meilleur que Messi? Je propose qu'on peut lancer le débat, évidemment. C'est pas très objectif, mais bon. Est-ce qu'il savait que ça existait déjà, cette coupe? Oui, on peut dire que ce soir à 20h10 sur Sud Radio, Messi est le plus grand joueur de l'histoire du foot, ouais. Oui, je suis d'accord. Julien, évidemment, mais bon, ça c'est... Toi, amoureux de sport, joueur de rugby, mais amoureux de sport, c'est vrai, quand tu regardes, quand même, tu te dis, mais comment tu peux être aussi compilé autant de succès dans ta carrière? C'est fou. Toi, déjà, qui a été international, champion de France, tu te rends compte quand même du truc, c'est fou. Non, après, il y a deux styles aussi de joueurs. Il y a les rivalités de, comme tu disais, Ronaldo, Messi. Donc, c'est comme tu me dis, Federer, Nadal. C'est deux styles différents, mais je suis plus un pro, je vais de soir peut-être, mais un pro Messi, parce que déjà le Barça, mais qu'est-ce qu'il a gagné comme trophée? Tout allait bien sur pro Messi. Après Barça, là il y a une rupture entre nous deux. Non, mais l'immensité des trophées qu'il peut avoir dans son salon, et puis surtout, je veux dire, techniquement, ce qu'il apporte à 35 ans encore, c'est sa meilleure Coupe du Monde. Finir en apothéose avec une Coupe du Monde à son actif, c'est incroyable. Je pense que c'était le scénario rêvé, et quand les champions décident souvent, parce que des fois tu décides pas d'arrêter une carrière, parce que des blessures ou autre, décide d'arrêter une carrière alors que t'étais le Messi du football. Je pense que t'as les planètes alignées dans ton sens, et c'est ce qui est arrivé, je pense, pour l'Argentine, et notamment pour Lionel Messi.
Ouais, du coup j'en reviens. Tiens, puisque on commence à manquer de temps forcément, puisque ça commence à avancer. Je reviens au sondage de base qu'on avait sur la page Twitter Sud Radio, qu'on a lancé et qui a été qui a eu un carton. Hein. On l'a lancé et quoi, il y a une petite heure, on a près de 800 votes. Est-ce la plus grande finale de l'histoire de la Coupe du Monde? Et par ricochet, est-ce qu'on a vécu une Coupe du Monde qui, en dépit, parce que nous forcément on est aux premières loges parce que l'équipe de France, mais est-ce que vraiment on a vu une Coupe du Monde exceptionnelle par ses scénarios et par quoi d'ailleurs, si pour vous elle l'a été ou pour vous elle est plus rentrée dans le lambda? Tour de table, on commence par Vincent du côté de Limoges. Écoute, c'est une Coupe du Monde en effet assez particulière puisqu'on parlait au départ de beaucoup de boycotts et finalement dès que la compétition a démarré, comme très souvent le sportif a repris le dessus. Alors moi ce qui m'a marqué en effet c'est la confirmation que l'Allemagne est dans le dur. La RFA auparavant était une équipe référence pour sa régularité et là ça fait 2 fois de suite qu'elle sort de la phase de poule. La Belgique aussi qui sort prématurément, qui était je crois 2e au classement FIFA avec une génération dorée qui devait le concrétiser sur cette compétition-là, qui est passée au travers. La sensation aussi dès le départ avec l'Arabie Saoudite d'Hervé Renard qui fait tomber le futur champion du monde. Donc oui, on a connu des rencontres hyper intéressantes. L'équipe de France, c'est vrai qu'il y a un parcours assez compliqué, en tout cas dès qu'elle sort de la phase de poule. L'Angleterre, ça a été un bras de fer incroyable, un match suffocant. Donc une édition mémorable avec une finale en apothéose, un scénario incroyable, toutes les émotions, ascenseur émotionnel, tout ce que vous voulez, 3 partout. Je crois que c'est une des finales les plus prolifiques en termes de buts. Après celle de 58, 5-2 avec Brésil-Suède. C'est un lot de fou et honnêtement, je me suis régalé. Au départ, j'étais un peu en retrait vu les circonstances, mais après je me suis pris au jeu et j'avoue que j'ai fini en me régalant. Voilà, merci pour les émotions procurées sur l'édition, elle était magnifique. Et Arnaud, alors, est-ce qu'on est sur la plus grande finale de l'histoire de la Coupe du Monde? Est-ce qu'on est sur une très très grande Coupe du Monde ou tu la classes comment cette Coupe du Monde 2022 du coup? Je pense que oui, c'est une bonne Coupe du Monde. Après, très grande, oui. Alors, on peut dire que c'est une très grande Coupe du Monde puisqu'il y a eu par les scénarios, pas les surprises, voilà, c'est ça. Exactement. Impronosticable, on s'y est tous foirés. Hein. Ah oui. Je pense que beaucoup de gens ne voyaient pas le Maroc, ne voyaient pas la Croatie aller aussi loin. Beaucoup de gens pensaient sûrement, quand on regarde le premier match de l'Espagne, on se dit oh là là, l'Espagne a trouvé son football, et puis en fait on voit que le football évolue et que c'est là qu'on voit que notre sélectionneur Didier Deschamps a quelque chose que là c'est peut-être au-delà de la chance à Deschamps qu'il n'a pas eu, parce qu'il faut pas oublier quand même qu'il y a autant d'absents et du coup il y a des équipes qui ont réussi à sortir du lot. Après on a vu que c'est quand même pas mal d'équipes qui ont bien défendu et qui ensuite ont procédé en contre. Alors est-ce que le football va vers un changement de mentalité ou de façon de jouer? On peut se poser plein de questions, mais oui, si on parle de cette finale magnifique, parce que je pense qu'on peut dire que ça a été une finale magnifique par le scénario, oui, ça a été une Coupe du Monde réussie. Moi je suis pareil, j'étais pas forcément au début par rapport à tout le contexte extérieur favorable à la regarder. Et puis j'ai tenu 2 jours. Et puis au bout de 2 jours, j'étais à fond. C'est la passion. Oui. Voilà, dans un très grand film argentin, El Secreto de Susurros, il y a une phrase très marquante qui dit un homme peut changer de vie, un homme peut changer. Un homme peut changer de vie, un homme peut changer de femme, un homme peut changer de ville, mais il ne pourra jamais changer de passion. Et quand il dit homme, c'est avec un grand H, hein, c'est pas que pour le masculin, évidemment. L'humanité, effectivement. Quentin Kamenisch, tiens, Didier Deschamps vient de s'exprimer. Exactement, il a été interrogé par les journalistes de TF1. On lui a évidemment posé la question sur son avenir, puisqu'il arrive en fin de contrat à la fin du mois. Et bien sûr, il n'a pas voulu répondre. Il a dit de toute façon, même si l'issue avait été favorable, je ne vous aurais pas répondu maintenant. Il est prévu qu'on se voit début d'année prochaine avec le président et on prendra la décision à ce moment-là. Mais le plus important, c'est pas mon avenir, c'est l'avenir de l'équipe de France et on prendra la décision qui est la meilleure pour l'avenir de l'équipe de France. Donc on a 3 semaines, 2-3 semaines avant de se poser la question donc pour Didier Deschamps. Merci beaucoup Quentin Kamenisch. Du coup je repose la question, est-ce la plus grande finale de l'histoire de la Coupe du Monde? Est-ce une grande Coupe du Monde, Maxime Sénat? Alors, j'ai pas vu toutes les finales de Coupe du Monde, mais Ah bon?
Ouais, toutes celles que j'ai vues, en tout cas, auxquelles j'ai pu assister, c'est la plus grande. Ouais, le scénario est incroyable. Et est-ce que c'est la plus grande Coupe du Monde? Je dirais à égalité avec celle de 2006, qui était grandiose également. Parce que qui était probablement d'un niveau technique au-dessus. Hein. Ah oui, moi, je trouve. Hein. Les 2006, c'est pour les Français surtout, je pense, parce qu'il y a ce France-Brésil et ce France-Espagne qui restera à jamais gravé dans les mémoires, je pense, avec les Espagnols qui veulent envoyer Zidane à la retraite et qui les détruit. Et puis ensuite, Zidane qui brille face au Brésil avec la fameuse passe D de Zidane pour Thierry Henry. Ah oui. Vraiment... Faut pas oublier cette demi-finale contre le Portugal. Hein. En 2006, on a eu avec encore une main, encore un penalty. Exactement. Il y avait encore un penalty, oui. Ouais, non, mais c'est 2006 pour moi. En tout cas, pour l'équipe de France est plus parlante. Et si je dois répondre, même si tu m'as pas posé la question, Alexandre. Pour moi, cette finale, c'est pas la plus grande de l'histoire du football parce que l'équipe de France a pas joué pendant 80 minutes. On n'a pas vu vraiment du football de la part de l'équipe de France pendant 80 minutes. Alors, en termes de suspense, en termes de scénario, c'est dingue, mais en termes de jeu, c'était pas folichon du côté de l'équipe de France. C'est nul. Ouais, non, pas du tout, non. Pas du tout. Et cette Coupe du Monde, elle a été sauvée un peu par le sportif parce que ça partait très très mal quand même. Avec toutes les histoires de boycott, climatisation. Et puis ce côté impronosticable. Nous aussi tous, on avait un compte sur mon petit prono avec une ligue Sud Radio 5. Bon Maxime, je crois qu'on a été un peu dans les mêmes zones, toi et moi. Tu finis 18e sur 24. Tu finis 16. Tu finis 16, je finis 15. Ouais, je finis 15. Et Quentin Kébenis, qui a été longtemps leader, finit 5e. Tiens, par exemple, c'est Antoine Mazer qui termine leader lui c'est de la triche. Il a pris en cours. Il a pris en cours de match. Il a fait que des paris insensés. Mais non, mais c'était ça. C'est parce qu'il y a eu des résultats parfois insensés, des grandes surprises. Donc durant cette Coupe du Monde qui a été quand même très surprenante sous bien des aspects. Voilà. Donc, pour cette Coupe du Monde, on va refermer le chapitre, du moins pour un instant. Merci Arnaud d'avoir composé le 0826 300 300. Et merci beaucoup à Vincent. On te retrouve bientôt sur le rugby, Vincent. Merci Alexandre, avec grand plaisir. Très belle soirée à tous les deux. On va fermer la page foot et basculer vers le rugby avec la fin de ce match entre les Harlequins et le Racing 92.